Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Radio C'est Faux. Radio C'est Faux informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Tsar Master Olivier, Radio C'est Faux. Jim Adam Emmanuel, Kumra, Radio C'est Faux. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio C'est Faux. Benoît Mbamne Pierre, Radio C'est Faux. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio C'est Faux. Doba, Dikolom Frédéric Ngarnoudim, Radio C'est Faux. Pala, John Reben Casimir, Radio C'est Faux. Tenadi Victoria, Doba, Radio C'est Faux. Bod, Moumdita Mikael, Radio C'est Faux. Gelo Mohamedou Daousman, Radio C'est Faux. Salima Nusraddin Hamad, Abéché, Radio C'est Faux. Raalbay Sylvie, Paris, Radio C'est Faux. Abidjan, Jacques Ngol, Radio C'est Faux. Mardi 16 décembre 2025, c'est l'heure du rendez-vous d'information sur Radio C'est Faux. Nous informons vite et bien les titres. À l'approche des fêtes de fin d'année, le prix des articles augmente. Un phénomène qui persiste et ne cesse de faire couler de l'encre chaque année pour s'enquérir des prix des habits sur le marché. Serge Bendoloum s'est rendu dans le marché de N'Djamena. Le Conseil national de lutte contre le sida, en partenariat avec ONU-SIDA, a organisé ce 16 décembre au ministère de la Santé et de la Prévention publique un café de presse à l'intention des médias engagés dans la santé. Il est placé sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Cette rencontre visait à renforcer le rôle des médias dans la lutte contre le VIH-Sida. Une session de plaidoyer en faveur d'avancement officiel de l'agenda des droits de l'enfant dans la province du Guéra est organisée hier lundi. Ramadan Idriss Issa a assisté à cet événement qui a réuni plus d'une centaine de participants constitués des autorités administratives et religieuses, représentants des organisations de la société civile et élèves. À suivre la correspondance de notre correspondant. La chronique internationale de Pierre Bouban est à retrouver vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Konodi Ngaro. Le Conseil national de lutte contre le sida, en partenariat avec ONU-SIDA, a organisé ce 16 décembre au ministère de la Santé et de la Prévention un café presse à l'intention des médias engagés dans la santé. Placé sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida », cette rencontre visait à renforcer le rôle des médias dans la lutte contre le VIH-Sida. Dr Abbas Mustafa, secrétaire exécutif national du CNLS, en précise l'objectif au micro de Melom Nambatinga. L'occasion donc qui nous réunit ce matin offrira une plateforme essentielle pour valoriser l'engagement des acteurs nationaux dans la lutte contre le sida ainsi que leur solidarité envers les personnes vivant avec le VIH. La journée mondiale de lutte contre le sida, il faudra donc les rappeler, n'est pas simplement un symbole. Elle rappelle le combat mené, les vies sauvées, les progrès accomplis, mais aussi les menaces persistantes. En termes de progrès, nous ne pouvons pas les passer sous silence. Le pays a fait d'énormes efforts. De 2005, où le pays n'a que environ 5000 patients traités, donc mis sous traitement antirétroviral, nous sommes aujourd'hui à plus de 80%. Ceux qui connaissent leur statut sérologique également sont autour de 82%. Mais c'est vrai, nous avons certes des défis, notamment en termes de suppression virale. Il y a également toute la question de la stigmatisation et de la discrimination qui reste aussi un défi, mais pour laquelle des progrès énormes ont été également enregistrés. Et pour cette raison, vous, en tant qu'hommes et femmes des médias, votre implication est plus que nécessaire. Je le disais, à l'approche des fêtes de fin d'année, le prix des articles augmente. Un phénomène qui persiste et ne cesse de faire couler de l'encre chaque année pour s'enquérir des prix des habits sur les marchés. Serge Bendoloum s'est rendu dans quelques marchés de N'Djamena, son reportage.
Nous sommes au marché de Dembé et c'est cette ambiance qui prévaut. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Femmes, hommes et enfants cherchent chacun un habit de fête. Ils s'expriment à notre micro. C'est de se faire de profit, malheureusement, sans tenir compte des difficultés auxquelles la grande majorité des citoyens font face. Donc, c'est risque de faire le travail de sensibilisation à l'endroit de ces opérateurs économiques pour que chacun ne compte pas seulement sur les profits, mais qu'il pense également aux autres. Comme vous pouvez le constater, ici au marché, le marché est vraiment vif. Il y a déjà une forte demande. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent au marché et cela fait que les prix ont vraiment augmenté. Pour les parents, en fait, qui ont 2, 3 enfants, c'est pas facile. En fait, de couvrir tout ça et couvrir également à manger, ce n'est pas vraiment facile. Des habits pour enfants, si tu veux acheter de la bonne qualité, il faut au moins 20 000 pour chaque enfant. Pour les parents qui n'arrivent pas à couvrir tout cela, c'est pas facile. Les autres trouvent normal cette augmentation quand la demande est trop forte. Chaque année, à l'approche de la fête, le prix des choses augmente, ce n'est que normal, puisque dans l'année, cette occasion est seulement qu'une seule fois dans l'année. Et c'est une obligation pour toute la famille de payer certains articles pour les enfants en particulier. Donc c'est normal que le prix des choses augmente partout dans les marchés. Oui, c'est un phénomène naturel et je dirais d'ailleurs normal. Quand on voit tout marché, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Donc dans un marché, toutes les fois que la demande augmente, ça fait aussi augmenter les prix. Lorsque la demande baisse, les prix diminuent. C'est-à-dire que lorsque les offres augmentent, les prix diminuent, mais si c'est la demande qui augmente, prix augmente. Il faut noter qu'à la veille des fêtes, c'est la même ambiance qui règne et surtout le même stress pour les parents. D'accord, Serge Bindolum. Le ministère du Commerce et de l'Industrie organise du 16 au 17 décembre ici au Seafood un atelier de validation du rapport d'enquête sur la chaîne de valeur de la viande au Tchad et première réunion piment. Le coup d'envoi des travaux a été lancé par Maïkomi Getchimbaye Abel, secrétaire général représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Carl Frédéric, compte rendu. Cet atelier vise à réaliser une évaluation approfondie de la chaîne de valeur de la viande tchadienne, car il met un accent particulier sur le renforcement des capacités en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires. Dr Ousmane Yoskoui Sougoumi, secrétaire général représentant le ministre de l'élevage et des productions animales. Les résultats de l'étude qui sont présentés au cours de cet atelier apportent des éléments d'analyse essentiels pour éclairer la prise de décision publique et orienter les investissements prioritaires. Par ailleurs, l'utilisation de l'outil piment permettra d'identifier de manière rigoureuse, objective et concertée les investissements espèces à fort impact, indispensables pour renforcer la compétitivité et la durabilité de la filière viande. La filière viande occupe une place stratégique dans notre économie. Malgré son potentiel considérable, elle demeure confrontée à de nombreuses contraintes. Baïkombe Getchimbaye Abel, SG du ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle demeure confrontée à de nombreuses contraintes liées notamment à la qualité sanitaire, à l'organisation des chaînes d'approvisionnement, aux infrastructures de transformation et à l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Cet atelier constitue donc un espace privilégié pour partager ces résultats, les examiner de manière collective et de dégager des recommandations opérationnelles pertinentes permettant d'orienter efficacement les actions futures. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer des normes sanitaires pour développer la chaîne de valeur de la viande au Tchad. Actualité en province. Actualité en province. Une session de plaidoyer en faveur d'avancement officiel de l'agenda des droits de l'enfant dans la province est organisée ce lundi à Mongo. Ramadan Idrissi Issa a assisté à cet événement qui a réuni plus d'une centaine de participants constitués des autorités administratives et religieuses, représentants des organisations de la société civile et élèves. Correspondance. C'est une initiative de la délégation de la femme et de l'enfance du Guéra en partenariat avec l'UNICEF. Selon Abdelaziz Aladj Damalia, délégué provincial de la femme, les droits de l'enfant reposent sur quelques principes fondamentaux. Il y a les principes de la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, le respect
de l'opinion de l'enfant. Ce principe dit l'interprétation et la mise en œuvre de tous les droits contenus dans la Convention. L'application de la Convention relative aux droits de l'enfant reste un défi, ajoute-t-il. C'est un engagement qui nous concerne tous parce que c'est notre pays à ratifier sans réserve et ça nous engage. Vous voyez, quand il y a engagement, il y a responsabilité. Quand il y a règles, il y a sanctions. Plusieurs lois, plusieurs articles ont été signés. Plusieurs textes juridiques ont été signés pour protéger l'enfant. Malheureusement, les problèmes de l'applicabilité posent problème. On a toujours un problème d'appliquer ces textes et ces lois. Et là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Les enfants, ce ne sont pas des enfants de quelqu'un d'autre, ce sont nos propres enfants, c'est notre avenir. Le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Suleiman Adam, déclare son engagement à cette lutte. Autorités administratives, traditionnelles, religieuses, élus locaux et organisations de la société civile, dépositaires de la loi de la République et de nos us et coutumes, à s'engager résolument sur la base d'une feuille de route pour promouvoir le respect des droits des enfants au sein de nos communautés. Les plaidoyers très émouvants et pleins de tristesse et de chagrin présentés par nos enfants est un véritable cri d'alarme et de détresse qui interpelle la conscience humaine à se constituer en défenseur en faveur de cette couche exposée à nos pratiques inhumaines et dégradantes. Après les recommandations formulées par les enfants, plusieurs autorités ont signé des engagements pour la défense des droits de l'enfant dans le Guéra. Mungu, Ramadan Idriss Issa, Radio Sefoud. Ramadan Idriss Issa, l'association des amis Mundu Poitiers, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, a lancé un projet autonomisation économique des femmes pour la valorisation et la promotion des pratiques agroalimentaires durables à Mundu. Le lancement a eu lieu ce lundi 15 décembre 2025. Apollinaire de Baïdier, correspondance. C'est un projet qui vise à autonomiser 80 femmes de la commune de Mundu à travers la promotion des pratiques agroalimentaires et des activités génératrices de revenus. Au lancement de ce projet, le président de l'association des amis Mundu Poitiers, AMP, Koudoulengar Salomon, met l'accent sur les grands piliers de ce projet. Ce projet repose sur 3 piliers fondamentaux que je veux mettre en lumière. La capacité des femmes, la création de valeur et l'impact durable. En effet, ce projet n'est pas une initiative humanitaire passagère, mais il s'inscrit dans la sans durée formation, l'équipement. Et ensuite, ce projet promet agroécologie, le recyclage des déchets, utilisation des énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire. Dans son discours du lancement, le secrétaire général de la commune de Mundu, Diasna Djaoundi, a au nom des autorités communales apprécié cette initiative qui vient une fois de plus soutenir les efforts consentis par les autorités du pays en matière de l'autonomisation de la femme tchadienne. C'est un bon début et nous espérons que aujourd'hui, avec 80 femmes, demain nous aurons 560 femmes, ainsi de suite, et toutes les femmes de la province du Logone occidental seront autonomes et à travers cette initiative, nous allons avoir à suffisance nos produits locaux. Nous ne savons pas bien comment les utiliser, mais nous tournons beaucoup plus vers des produits venant de l'extérieur. Il faut signaler que la première phase de ce projet sera exécutée en 12 mois et la seconde phase dépendra des résultats de la première. De Mundu, Apollinaire de Baïdier, Radio Sefoud. Chronique. Bienvenue dans la chronique de la rédaction. Le Tchad est indépendant et souverain. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Et pour la chronique internationale, nous accueillons en direct de ce studio Pierre Bouban. Bonjour Pierre. Bonjour. Le 10 décembre dernier, les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle d'Ouvira, une ville de l'Est de la République du Congo. La prise de cette ville est intervenue pratiquement une semaine après la signature de l'accord de paix entre le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Washington. Cet accord a-t-il accéléré la conquête d'Ouvira? Le 4 décembre 2025, un accord de désescalade entre Kinshasa et Kigali a été signé effectivement à Washington. Les rebelles de l'AFC
M23 qui occupent les deux Kivu n'ont pas été invités à Washington depuis longtemps. Ce groupe rebelle réclame des assises nationales intercongolais, mais le président Tshisekedi rejette cette proposition jusque-là. Je préfère discuter directement avec le parrain Paul Kagame que ses pantins. L'AFC M23, dit-il, frustré d'être marginalisé depuis fort longtemps. C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'offensive des rebelles de l'AFC M23 sur Uvira. Les combats entre les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait plusieurs morts et entraîné le déplacement de milliers de civils. Dimanche, lors d'une célébration eucharistique, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a alerté sur la situation humanitaire occasionnée par les affrontements. Les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville vivent dans l'incertitude et l'inquiétude, a-t-il alerté. L'Église ne peut ni se taire ni se résigner, a-t-il regretté. Le premier geste en tant qu'évêque et pasteur est d'implorer l'aide de Dieu pour toute la sous-région, pour les victimes et la consolation pour les familles éprouvées. C'est confié à nos confrères de la Deutsche Welle, l'archevêque de Kinshasa. Que contient l'accord de Washington? Oui, selon les termes de l'accord de Washington, les deux chefs d'État signataires se sont convenus du retrait des troupes rwandaises de la RDC et le désarmement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui ont pour objectif, depuis longtemps d'ailleurs, de renverser le président Paul Kagame pour l'administration américaine. L'enjeu de l'accord de Washington n'était plus seulement de contenir des groupes armés, mais d'éviter une régionalisation du conflit à l'est de la RDC, incompatible avec les intérêts sécuritaires, économiques et miniers des entreprises américaines. Pour les spécialistes de la région des Grands Lacs, la RDC apparaît aujourd'hui comme une interlocutrice plus centrale, plus structurante et politiquement incontournable. Kinshasa ne serait plus le problème à gérer, mais la clé de la solution des crises dans les régions des Grands Lacs. Ainsi, dans un article de la revue géopolitique Conflit, Étienne de Floirac écrit « L'accord de Washington a acté un basculement. Il a réduit les marges de manœuvre de Kigali et renforcé la légitimité internationale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son bras de fer avec le Rwanda, Félix Tshisekedi a choisi, je cite, la normalisation diplomatique plutôt que la surenchère. La RDC, en invoquant le droit international, la production méthodique des preuves et le recours aux mécanismes multilatéraux, ce choix, longtemps jugé risqué, s'avère aujourd'hui payant. L'accord de Washington survivra-t-il? Oui, c'est toute la question. Les deux chefs d'État signataires avaient déjà montré un certain scepticisme quant au respect de cet accord sur papier. Depuis Washington, c'est-à-dire Kagame et Tshisekedi, prévenus que s'il n'y avait pas un mécanisme d'accompagnement, l'accord aurait peu de chances d'avoir les résultats escomptés. Toutefois, dans un communiqué cité par plusieurs agences daté du 15 décembre, c'est-à-dire hier, le M23 dit être prêt à se retirer d'Uvira, mais sous plusieurs conditions. Mais faut-il croire aux paroles des rebelles de l'AFD, de l'AFC M23? C'est là toute la question. Merci à vous, Pierre. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec la chronique internationale que se referme ce journal. Mais avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel. À l'approche des fêtes de fin d'année, le prix des articles augmente. Un phénomène qui persiste et ne cesse de faire couler de l'encre chaque année pour s'enquérir des prix des habits sur le marché. Chaque jour de l'homme s'est rendu dans quelques marchés. C'est N'Djamena, vous avez suivi ce reportage. Le Conseil national de lutte contre le sida, en partenariat avec ONU-SIDA, a organisé ce 16 décembre au ministère de la Santé et de la Prévention un café de presse à l'intention des médias engagés dans la santé. Il est placé sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte sida ». Cette rencontre visait à renforcer le rôle des médias dans la lutte contre le VIH-Sida. Une session de plaidoyer en faveur d'avancement officiel de l'agenda des droits de l'enfant dans la province du Guéra est organisée hier lundi à Mongo. Ramadan Idrissi a assisté à cet événement qui a réuni plus d'une centaine de participants constitués des autorités administratives et religieuses, représentants des organisations de la société civile et élèves. Vous avez suivi à cet effet sa correspondance. Puis à l'instant, la chronique internationale signée Pierre Bouban qui met définitivement un terme à ce journal confectionné et réalisé par toute l'équipe de la rédaction sous la coordination de Pierre Bouban. La partie technique a été assurée par Soab et Bourdané. À la présentation, je suis Kono Djingaro. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.